Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africa Today encore ce soir. Bienvenue dans cette édition de 20h. Fin ce mercredi 5 juillet 2017 à l'hémicycle des travaux de la session ordinaire des lois. Au total, 63 textes ont été soumis, mais seulement 37 ont été adoptés par les députés. Néanmoins, le président de l'Assemblée nationale et le représentant du chef de l'État et chargé des institutions républicaines se sont félicités du climat de respect mutuel et sérieux qui a caractérisé le déroulement des travaux. Oumar Sow. C'est sur une note de satisfaction que la présente session ordinaire des lois a pris fin. Le chargé des relations avec les institutions républicaines qui a passé en revue le bilan des travaux, Mohamed Lamine Fofana, est revenu sur l'importance des textes qui ont été adoptés lors de cette session par les députés. Ces textes, selon lui, sont indispensables pour le gouvernement dans la conduite de la politique nationale comme définie par le chef de l'État. À cela, il faut ajouter l'adoption par votre Assemblée d'un nombre impressionnant de lois autorisant la ratification par le président de la République d'accords, de conventions et de traités signés par la République de Guinée, fruit des activités diplomatiques du président et de son gouvernement. Ouvert depuis le 5 avril dernier, les travaux de cette session ordinaire des lois a connu la soumission de 63 textes, dont 61 projets et 2 propositions de loi. Au dire du président de l'Assemblée nationale, sur la soixantaine de textes reçus, seulement 37 ont été examinés et adoptés. Pour les autres, l'honorable Claude Korikundiano promet avec l'appui des députés de veiller aussi à leur adoption prochaine. C'est donc dire que tous les textes pour lesquels l'Assemblée nationale a été saisie et qui ont été déclarés recevables par elle seront examinés à bon escient, ce qui oblige le pays à créer un climat favorable aux activités génératrices de ressources nationales taxables et un climat attrayant tant pour les investisseurs étrangers que les investisseurs nationaux. Une fin des travaux parlementaires qui a connu la présence de 89 députés sur les 113 inscrits et une dizaine de ministres et membres du gouvernement. À eux s'ajoutent des représentants des institutions nationales et internationales. La compagnie aérienne Guinea Airlines, près de 6 mois après sa présentation, les Guinéens attendent toujours de savoir à quand le premier vol départ Conakry. Pendant ce temps, les spéculations fusent de partout sur l'appartenance même de la compagnie. Et pour éclairer les lanternes, le PDG du groupe Business Marketing ABGB a animé ce mercredi un point de presse dans un réceptif hôtelier. Désormais, on le sait davantage, Guinea Airlines appartient à Mamadou Antonio Soare qui menace même de porter plainte contre le journaliste à l'origine des spéculations. Bountourabi Keita, explication. Dieu m'a toujours accompagné. Si que les gens veulent, je le dis sans modestie, c'est parce que je suis béni, c'est tout. Mais trop, c'est trop. Il faut que les gens le reconnaissent maintenant. Ils sont assis, ils ne créent rien, ils sont là que pour détruire. C'est un Mamadou Antonio Soare très remonté qui était face à la presse ce mercredi matin à Conakry. Cet investisseur guinéen, qui n'est désormais à présenter à personne en Guinée, se dit être offusqué par des intox sur l'appartenance de sa compagnie aérienne Guinea Airlines. Une mise au point était donc nécessaire pour mieux clarifier les choses. Je voudrais d'abord que ça soit clair dans la tête de tout le monde que c'est une compagnie privée. C'est une compagnie qui nous appartient à 100%. Et que ce n'est pas pour l'État guinéen. Et c'est irrespectueux de certains journalistes qui ont dit que ça appartient au fils du président. Si le fils du président veut créer sa compagnie, il va créer sa compagnie. Mais pour ceux qui connaissent, et je prononce le pronom, cette fois-ci le pronom possessif, ceux qui me connaissent, j'ai 35 ans de parcours dans les affaires. J'ai 7 sociétés et j'ai 21 pays où je suis installé. Donc c'est irrespectueux pour celui qui a écrit d'abord cela que la compagnie appartient au fils du président, une personne que je connais, qui me connaît, qui connaît mon parcours,
Donc c'est une propriété privée à 100%. Depuis le lancement de cette compagnie au mois de février dernier, aucun voyage n'a encore été effectué par les avions. Et sur cette attente, le PDG de GBM explique. Bon, à ce qui concerne Guinée-là, c'est créé, ça nous appartient, mais nous respectons. On ne peut pas voler sans qu'on ait les autorisations nécessaires jusqu'à l'AOC qui vous permet de voyager, qui vous permet de voler, prendre vos passagers. Mais pour le moment, nos aéroports internes sont inexploitables parce que l'avion ne peut pas s'opposer. Vous avez vu le cas de l'AB par exemple. Le ministère des Transports et la direction civile, depuis la création de la compagnie en février, sont en train d'abattre un travail énorme pour que ces aéroports soient opérationnels. Mais si Guinée Airlines ne vient pas, il y a d'autres compagnies qui sont là qui pourraient aller s'opposer, mais pourquoi eux ne viennent pas? Le directeur général de l'autorité guinéenne de l'aviation civile, aussi présent à ce point de presse, a tenu à donner certaines précisions. Et puis, monsieur les journalistes, je vais vous dire une chose. Vous allez me permettre de faire une petite dérogation pour parler un peu du statut juridique d'un avion. Ce n'est pas le but de l'opération, mais il faut le comprendre pour savoir dans quoi on est embarqué. C'est le seul bien meuble qui a le même statut qu'un immeuble. Autrement dit, possession ne vaut pas titre. Même quand vous achetez un avion, c'est pour vous. Vous ne pouvez pas décider de prendre l'avion pour aller à la baie. Par contre, quand vous avez une voiture, vous prenez tout de suite la voiture, vous êtes parti à Kindia, vous ne demandez à personne. Le ciel qu'il traverse appartient à la souveraineté et à la suzeraineté des États. Même si l'avion est pour vous. Il est important donc de le savoir. Ça, c'est déjà au plan local. À plus forte raison de l'international. Même si vous achetez un avion, il est pour vous. Vous ne pouvez pas décider d'aller au Sénégal si le Sénégal ne vous permet pas d'y aller. Pour le journaliste ayant relayé l'information sur la propriété de la compagnie Guinée Airlines, Antonio Soare compte porter plainte dans les jours à venir. Éducation dans cette édition, les examens nationaux 2 sur 3 sont désormais derrière nous. Pendant que les heureux admis à l'entrée en 7e année savourent leur victoire, ce mercredi, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a présenté aux journalistes un bilan à mi-parcours. Même si de façon globale, le ministre se félicite du déroulement, Ibrahima Khalil Konaté déplore tout de même quelques ratés au BPC. Soar Boubacar, explication. C'est à 48 heures du lancement des épreuves du baccalauréat unique session 2017 et dans l'euphorie des résultats de l'entrée en 7e année que le ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire a fait son bilan des 2 précédents examens sous sa conduite. Au niveau de la rentrée en 7e, Ibrahima Khalil Konaté estime que les candidats dans l'ensemble ont adopté un comportement remarquable. Au niveau de l'entrée en 7e, c'est 10 enseignants qui ont été remerciés pour mauvais comportement. 0 élève sur les 203 000 candidats sur toute l'étendue du territoire en entrée en 7e. Aucun élève de 6e année n'a été renvoyé pour fraude ou tentative de fraude. Contrairement aux tout petits, le bilan chez les élèves et surveillants indélicats a été revu à la hausse au niveau du BPC. Donc, au jour d'aujourd'hui, au compte du BPC, il y a 21 enseignants qui sont dans la main des services de sécurité et 12 candidats, contrairement, et 12 candidats aussi ont été renvoyés par endroit arrêté et par endroit ajourné. Pour la dernière évaluation, Ibrahima Khalil Konaté prévient. Je vous prends à témoin. Quiconque, je dis bien quiconque, se fera prendre pour fraude ou tentative de fraude, la tolérance zéro s'appliquera dans toute sa rigueur, quelle que soit la personne. En outre, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation annonce que ça n'est fini pour le repêchage au cours des examens, quel que soit le nombre des admis, et son département assumera les responsabilités.
La FAO, en partenariat avec l'ONG américaine USAID et le gouvernement guinéen, a lancé ce mercredi à Conakry un atelier de validation du plan national de surveillance de la brucellose chez les bovins, ovins et caprins. Prévu pour 2 jours, cet atelier vient en renforcement du système de surveillance des maladies animales avec l'appui, bien sûr, des services vétérinaires. Li Marima Bailo. Initié par la FAO avec l'appui de l'Agence américaine pour le développement international, ce programme se présente comme une opportunité pour le secteur de la santé humaine, animale et environnementale pour améliorer la situation épidémiologique de la brucellose en vue de son éradication. Les enseignements reçus par les vétérinaires lors de cette formation devraient très prochainement se matérialiser sur le terrain et la FAO a déjà sa stratégie. Au sortir de cet atelier, la Guinée, à travers les services vétérinaires, disposera d'un plan de surveillance de la brucellose qui permettra, j'en suis persuadé, une meilleure connaissance de la situation épidémiologique de la maladie dans le pays. Ce document permettra aussi d'élaborer une stratégie cohérente de lutte pour son contrôle. L'objectif visé étant la validation du plan de surveillance de la brucellose. La mise en œuvre de ce plan de surveillance permettra également au ministère de la Santé de connaître les zones les plus touchées afin de réaliser des enquêtes sérologiques chez les personnes vivant avec les troupeaux contaminés ou à haut risque. Le ministre de l'Élevage, lui, ne manque pas de recommandations à l'endroit des partenaires de la Guinée. Je voudrais également inviter la FAO et l'USAID de faire en sorte que ce programme, une fois validé, favorise lors de la mise en œuvre la formation des agents vétérinaires et communautaires afin de favoriser la pérennisation de la surveillance communautaire participative de la brucellose dans le pays. Je voudrais vous inviter enfin à participer activement aux travaux des groupes techniques mis en place et aux discussions en plénière en vue de nous permettre de disposer d'un bon plan de surveillance. La brucellose est une maladie qui a été diagnostiquée pour la première fois en 1974. En Guinée, sa prévalence varie entre 6 et 12% dans les zones où elle a été diagnostiquée. La société CBK Rusal s'investit de plus en plus pour le respect du contenu local de l'exploitation minière en Guinée. Hier mardi, la société a remis à la région de Kindia un montant de 3 milliards de francs guinéens au titre des ristournes. Ce montant est essentiellement destiné, dirait-on, à la construction d'infrastructures de base pour un développement communautaire. Moussa Sefa Kamara. Soucieux du progrès de la région de Kindia sur le plan de développement socio-économique, la société CBK Rusal entend améliorer les conditions de ses communautés à travers ce fonds. C'est une tradition pour CBK Rusal, explique les responsables de la dite société. Il résulte de la volonté des gestionnaires de rendre les ristournes de chaque tonne de bauxite exportée par an. Je pense que la leçon que la compagnie Rusal est en train de donner aujourd'hui, c'est une bonne leçon. C'est une façon de dire à tout le monde, aux autres sociétés qui veulent s'investir en Guinée, voici comment il faut travailler en Guinée. Comment il faut coopérer avec la Guinée, coopérer avec les Guinéens, les aider à se développer. Raison pour laquelle je dis aujourd'hui, je félicite la coopération entre Rusal et l'administration guinéenne. Je félicite la coopération entre Rusal et les autorités de Kindia. Outre ce devoir de la société CBK Rusal, d'autres opérations ont été réalisées, notamment la construction des infrastructures sociales de base et d'autres encore sont en cours de réalisation. Une action qui tombe à pic selon les autorités locales de Kindia. Parlant de la redistribution de cette somme, le préfet rassure que la gestion de ce nouveau fonds ne souffrira d'aucune entorse, car déjà le CPD, Conseil préfectoral de développement, en tant qu'organe délibérant, se réunit 2 fois par an en session ordinaire afin de délibérer sur l'ensemble des actions retenues tirées des plans annuels d'investissement des collectivités. Pour le directeur national de développement local, Ismaël Kamara, cette somme a une portée économique et sociale pour les bénéficiaires. Il serait donc important d'orienter ce fonds vers les projets de développement des communautés. De réaliser des activités concrètes inscrites dans les PDL et PAI qui contribuent à faciliter l'accès aux services sociaux de base et à créer des emplois en faveur des jeunes et des femmes à travers la réalisation des activités génératrices de revenus. De respecter les procédures de passation des marchés conformément aux textes en vigueur
de s'assurer de la bonne utilisation des fonds à travers un suivi régulier et un appui conseil par les services techniques déconcentrés et centraux. Après la construction de l'un des meilleurs laboratoires en épidémiologie en Guinée, les ouvrages de franchissement, pour ne citer que cela, CBK Roussal dote à nouveau la région des Agrimes des moyens financiers pour son développement, et ce pour contribuer à réduire la pauvreté en milieu rural. Stop à la mauvaise gouvernance, c'est l'intitulé d'un nouveau mouvement de la société civile guinéenne dont les activités ont été officiellement lancées ce mercredi à Kolea. Comme son nom l'indique, cette nouvelle plateforme de la société civile compte s'investir dans la dénonciation sans relâche des pratiques de corruption et similaires dans tous les secteurs de la vie nationale. Pour atteindre ces objectifs, le mouvement Stop à la malgouvernance se veut aussi participatif. Saloum Kondé pour les détails. La naissance de cette nouvelle organisation de la société civile intervient 48 heures après l'adoption de la loi anticorruption par l'Assemblée nationale. Le constat sur certaines pratiques exprimant la mauvaise gouvernance serait à la base de la création de ce mouvement appelé Stop à la malgouvernance. Nous sommes appuyés sur les actes de malgouvernance ici en Guinée-Conakry, notamment sur la corruption, l'injustice, l'insécurité et bien d'autres qui minent déjà la société guinéenne. Nous savons que la société guinéenne souffre des maux inexprimables, dont entre autres ce que je venais de citer, et à cela s'ajoutent bien d'autres, au-delà desquels nous menons notre lutte, et surtout notre objectif, c'est qu'il y ait une bonne gouvernance en République de Guinée et que nous soyons un exemple pour les autres pays de la sous-région et notamment pourquoi pas pour l'Europe et l'Amérique. Les membres de cette plateforme, selon eux, ont mené auparavant des sensibilisations sur la mauvaise gouvernance avant même ce lancement officiel. Il s'agit de la publication sur les réseaux sociaux des hashtags concernant des tracasseries policières, des prises de contact avec des citoyens et même des plaidoyers auprès des autorités. En perspective, le mouvement compte utiliser dans le futur d'autres stratégies pour lutter contre ces phénomènes. On a aussi mal, et encore mal, quand on n'est pas conscient de ce que nous souffrons. À partir du moment que nous sommes conscients de ce que nous souffrons, c'est un début de solution. Comme c'est prescrit et c'est inscrit dans le communiqué, nous comptons faire des conférences, débats au niveau des universités. Si Madame X ou bien Monsieur Y ne connaissait pas quelque chose à travers la mauvaise gouvernance, nous comptons les informer à travers des personnes bien averties qui font partie de l'ensemble que nous constituons. Voilà, ça c'est la première des choses. Et nous comptons aussi faire des campagnes de sensibilisation au niveau des routes, au niveau des tabliers, pour leur informer réellement la situation que traverse notre pays. La mobilisation citoyenne semble être la locomotive essentielle de cette organisation pour atteindre son objectif. Conscientiser sur la situation du respect des droits de l'homme en Guinée, œuvrer pour l'amélioration des conditions de détention, c'est là le créneau d'une autre nouvelle structure qui a été présentée ce mercredi aux journalistes. Son nom, l'Association des jeunes avocats de Guinée, AJAG en abrégé, était en conférence de presse à Kolea où était notre reporter Mamadou Alphaba. Suivez son compte rendu. Cette association des jeunes avocats de Guinée se fixe comme objectif la sauvegarde des principes fondamentaux de la profession des hommes à robe noire, la vulgarisation du droit et le rayonnement du barreau guinéen. Elle ambitionne aussi d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie en milieu carcéral. L'association des jeunes avocats, avec l'appui du Conseil de l'ordre des avocats de Guinée, se projette instituer des permanences juridiques au niveau de certaines structures de police, de gendarmerie et des cours et tribunaux pour assister les personnes vulnérables. Œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie en milieu carcéral par la mise en place des conditions devant favoriser la réintégration sociale des détenus. Jouer un rôle de gardien des libertés individuelles et collectives en dénonçant tous les cas de violation grave des droits de l'homme. Le phénomène est devenu aujourd'hui inquiétant dans le pays. Les membres de cette structure ont mis l'occasion à profit pour condamner avec fermeté les vindictes populaires en Guinée. L'association des jeunes avocats de Guinée, profondément préoccupée par le respect des droits fondamentaux
et l'édification de l'état de droit, condamne la vindicte populaire qui ne saurait se justifier dans un état de droit, invite la population à faire confiance en la justice, invite les pouvoirs publics à doter la justice des moyens et infrastructures nécessaires à l'accomplissement de sa mission, invite les procureurs de la République à prendre leurs responsabilités. Ces jeunes avocats invitent aussi les services de la police et de la gendarmerie au respect de la présomption d'innocence dans leur communication. Invite également les services de communication de la police et de la gendarmerie de s'abstenir au profit de Monsieur le procureur de la République de faire toute communication sur les dossiers faisant l'objet d'enquêtes judiciaires. La JAG est créée déjà depuis 2007 et les membres de cette ONG entendent offrir leurs services gratuits aux victimes des violations des droits humains. Culture, un écrivain français rend hommage à celui guinéen William Sassine. Elisabeth Degon, c'est son nom dans son ouvrage intitulé « Itinéraire d'un indigné guinéen » présente la biographie de l'auteur de La douleur indocile. Paru en 2016, l'ouvrage d'Elisabeth Degon a été présenté ce mardi aux lecteurs guinéens. Sa'alou Yambouno, explication. Il aura fallu 5 bonnes années à Elisabeth Degon pour aboutir à cette œuvre biographique sur William Sassine qui a marqué une partie de son séjour en Guinée. C'est l'auteur qui m'a touchée quand je suis arrivée en Guinée et que j'ai découvert en arrivant en Guinée. Et ce qu'il écrivait me touchait. C'est un humaniste, c'est un homme qui aimait le peuple, qui était égalitaire, qui se révoltait contre les injustices. Eh bien, moi, il m'a beaucoup touchée et j'aimerais bien qu'on puisse continuer à prêcher la parole de Sassine et à écouter ses propos et à les diffuser. J'aimerais qu'on le lise, qu'on lise Sassine, qu'on le trouve dans toutes les bibliothèques, ce qui n'est pas le cas encore, et qu'on puisse lire sa biographie pour donner un petit peu envie d'en savoir plus. En 218 pages, l'écrivaine française retrace le parcours d'un des hommes les plus célèbres du monde littéraire guinéen. C'est le récit de sa vie, de ses déambulations, d'abord dans le pays, en France, il a fait ses études en France. Sassine était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Savez-vous qu'il a fait toute sa scolarité en 5 ans, de la 6e à la terminale. Il a sauté 2 classes. Il était très intelligent et c'est le témoignage que tout le monde m'a donné. William Sassine est certes l'un des plus grands hommes de lettres que la Guinée a eu, mais tout comme tant d'autres passionnés de l'écriture, ils sont encore nombreux les lecteurs qui ne le connaissent pas. Pour l'Association des écrivains de Guinée, cette œuvre d'Elisabeth Degon vient ainsi participer à la promotion des auteurs guinéens. Nous avons félicité Madame Degon pour le travail gigantesque qu'elle vient d'accomplir. Et elle a eu à travailler sur le terrain ici beaucoup de témoignages. Donc c'est de telles recherches que nous encourageons pour que nos écrivains soient le plus connus à l'extérieur. Et à travers ce livre, elle y contribue largement. Et nous l'en avons félicité. Et nous faisons en sorte qu'elle soit encouragée et que cela crée sans doute des vocations chez d'autres critiques littéraires, sur d'autres autobiographes. Le 7 juillet 2017, l'ouvrage fera à nouveau l'objet de présentation lors de la méga dédicace que l'AEG compte initier dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre. Sur le continent au Tchad, le pays comptabilise chaque année une centaine d'évacuations sanitaires. Et pour la plupart, ce sont des hauts cadres de l'administration dont les frais reviennent à l'État. Un fait qui exprime clairement le déficit de structures sanitaires. Et pour les quelques rares spécialisés qui existent, l'accès pour le Tchadien moyen, c'est de la croix et la bannière. Regardez. Au Tchad, les évacuations sanitaires à l'étranger coûtent à l'État environ 7 milliards de francs CFA par an. Pour la plupart des cas, ce sont les cadres de l'État qui bénéficient des évacuations sanitaires. Celles-ci ont parfois lieu quand il s'agit même des prises en charge élémentaires. Pour réduire ces charges budgétaires, le gouvernement tchadien a initié la création de l'hôpital de la Renaissance, une structure moderne de référence sous-régionale avec une capacité d'accueil considérable.
Il y a un problème économique très important. Le poids des évacuations sanitaires de ceux qui y avaient droit constituait une charge énorme pour nos finances, notre trésor. Mais cet hôpital est venu nous résoudre ce problème. Il y avait en 2014, par exemple, 153 évacuations sanitaires autorisées. En 2015, avec l'hôpital de la Renaissance, nous sommes passés à 76 évacuations autorisées. Aujourd'hui, il n'y a eu que 57 évacuations. Même si la création de l'hôpital moderne et l'amélioration des plateaux techniques ont permis de réduire significativement les évacuations sanitaires, certains observateurs estiment que la prise en charge des patients dans ces structures de santé ne sont toujours pas accessibles aux Tchadiens moyens. Notre hôpital souffre de deux choses. D'abord, d'une image contrastée auprès de la population. Nous sommes très peu connus et c'est notre faute. On n'a pas fait, pendant toutes ces années, on n'a pas fait des efforts pour vendre l'hôpital. Les directions qui sont succédées n'ont pas fait d'efforts. Le fait que la population tchadienne fasse ce hôpital, considère cet hôpital comme le leur. Il y a encore cette image très très éloignée que les populations pensent que c'est un hôpital de riches. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour nous adapter à la population. Au Tchad, la qualité des soins hospitaliers dans les établissements publics est toujours décriée par les patients. Le gouvernement tchadien entend améliorer davantage la qualité des plateaux techniques des soins du pays par une coopération intermédecine avec les pays voisins comme le Cameroun et le Soudan. À Lagos, le recyclage s'impose de plus en plus dans cette métropole nigériane. Une femme, Olamide Babajide, l'a bien compris et compte bien en profiter. Elle a lancé son entreprise qui transforme les déchets en meubles. Regardez. En 2014, Olamide Babajide a fondé Pearl Recycling, une société de recyclage. L'entrepreneur achète des déchets tels que des pneus, des magazines, du plastique ou encore du bois, qu'elle transforme ensuite en articles ménagers. Son entreprise emploie 3 salariés et a formé environ 20 personnes au recyclage et à la confection des pièces. Au fil du temps, j'ai remarqué que le gaspillage était un problème général. La gestion des déchets est un problème au Nigeria pour lequel nous n'avons pas été en mesure de trouver une solution. J'ai donc senti que la meilleure façon de le faire est de trouver une solution. Les gens peuvent gagner de l'argent par des déchets ou transformer les déchets en quelque chose d'utile. C'est donc ce qui a amené l'idée et la vision de Pearl Recycling. Diplômée en génie informatique, Olamide Babajide a découvert et apprécié le concept du recyclage à la suite d'un voyage aux Émirats Arabes Unis. Elle a pu y voir des pièces artistiques fabriquées à partir de tiges de maïs et vendues des centaines de dollars. Elle a ensuite lancé sa société avec un capital de 5 000 $ américains, gagné grâce à un programme d'entrepreneuriat. Le défi de base est toujours de trouver des fonds car nous avons besoin de fonds pour produire, nous avons besoin de fonds pour obtenir des machines. La plupart des choses que nous faisons sont manuelles, sauf peut-être les foreuses. Nous avons encore besoin de machines pour couper, pour d'autres tâches. Je pense que si nous avons plus de fonds, nous pourrons réaliser davantage. Olamide Babajide réalise en moyenne 7 commandes par mois. Ses produits coûtent entre 16 et 65 $. Avec une population d'environ 21 millions d'habitants, Lagos, la capitale nigériane, génère jusqu'à 10 000 tonnes métriques de déchets par jour. Le pays, riche en pétrole, est confronté à la récession due à la baisse des prix mondiaux de leurs matières premières. Pour faire face à cette crise, le gouvernement incite la population à se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment dans un secteur prometteur comme le recyclage. La France a rendu hommage ce matin à Simone Veil aux Invalides. L'ancienne ministre de la Santé avait porté en 1974 la loi de la dépénalisation sur les VG devant une Assemblée nationale quasiment exclusivement constituée d'hommes. Survivante de Shoah, elle fut aussi la première présidente femme du Parlement européen. Ces combats ont été ceux du XXIe siècle et Emmanuel Macron a choisi de leur rendre hommage en les faisant enterrer au Panthéon avec son mari Antoine. Suivez. Au son de la marche funèbre de Chopin, le cercueil de Simone Veil entre dans la cour des Invalides. Dans l'Assemblée, sa famille, des personnalités politiques, mais aussi une foule d'anonymes.
l'un des fils de Simone Veil, est le premier à prendre la parole. Ton caractère, certains diraient inexactement ton mauvais caractère, est célèbre et redouté. Je dirais plutôt que cette détermination constitue la trame de l'armure qui t'a permis de survivre à l'enfer. Tu admettais parfois que tu étais soupe au lait. Aujourd'hui, je veux te dire que je te pardonne d'avoir renversé sur ma tête, alors que nous étions à table, l'eau de la carafe, sous prétexte que j'aurais tenu des propos que tu trouvais misogynes. Je t'aime, maman. Le président français a ensuite prononcé l'éloge funèbre. Il a rappelé les combats emblématiques de Simone Veil, comme la loi autorisant l'avortement et la construction de l'Union européenne. Emmanuel Macron a souligné que malgré sa déportation dans les camps de la mort, Simone Veil n'avait jamais manifesté d'hostilité envers l'Allemagne. Et c'est au nom de tous ces combats, comme des milliers de Français le réclamaient, que Simone Veil entrera au Panthéon. Je vous prie, Madame, de recevoir l'immense remerciement du peuple français à l'un de ses enfants tant aimés, dont l'exemple, lui, ne nous quittera jamais. C'est pourquoi j'ai décidé, en accord avec sa famille, que Simone Veil reposerait avec son époux au Panthéon. Le cercueil de Simone Veil a ensuite quitté la cour des Invalides, accompagné du chant des marais, le chant des déportés. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte sont au Caire pour tenter de déterminer quelle attitude adopter face à Doha. Le Qatar a fait savoir hier qu'il n'entend pas se plier à leurs 13 exigences. Après la rupture de leurs relations diplomatiques le 5 juin dernier, retour sur un mois de crise. Le Qatar va-t-il sortir de son isolement régional ? C'est la question à laquelle doivent répondre l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte. Il y a un mois, jour pour jour, ces 4 pays alliés décidaient de rompre leurs liens avec Doha. Cette réunion du Caire s'annonce donc cruciale. Ce séisme diplomatique est intervenu seulement 15 jours après la visite de Donald Trump à Riyad. Le président américain avait à cette occasion demandé à plusieurs pays de la région d'agir contre l'extrémisme religieux, visant ainsi implicitement le Qatar. Son appel semble donc avoir été entendu. Mais depuis, Donald Trump tente de jouer les médiateurs, conscient des intérêts économiques américains au sein du petit État pétrolier. Pour normaliser ses relations avec ses voisins, Doha dispose d'une liste de 13 doléances. Parmi elles, la fermeture de la chaîne de télévision Al Jazeera, accusée de donner la parole à des groupes extrémistes, probablement la mesure la plus symbolique de toutes. Autre préalable, la limitation des relations avec l'Iran, la fermeture d'une base militaire turque dans l'Émirat ou encore la rupture de tout lien avec des organisations classées terroristes. Des demandes nombreuses, exigeantes, auxquelles Doha aura bien du mal à répondre favorablement, selon ce spécialiste. Cela signifierait que le Qatar devienne un État vassal de l'Arabie Saoudite. Il renoncerait à toute sa politique étrangère. Les Qataris ont sûrement conclu qu'ils ne peuvent pas accéder à ces 13 demandes. 24 heures avant de connaître la réponse de ses voisins, le Qatar a d'ores et déjà qualifié cette liste d'irréaliste et irrecevable. Voilà, www.tamtamguinée.com. Retrouvez cette édition sur notre site d'information. Merci de votre attention et au revoir.